Vous pensez que les Victoriens n'étaient que bonnes manières rigides et chaussures raisonnables? Oh, 12 enfants de l'été! Cette époque était un cirque glorieux en haute définition de folie pure et simple. Nous parlons de gens qui craignaient les tomates comme de petits démons rouges, traitèrent le déballage de momies comme une réunion Tupperware et croyaient que les pieds de meubles étaient essentiellement pornographiques. Oubliez les manuels arides. Ce sont les choses stupéfiantes d'absurdité, totalement déconcertantes et hilarantes de bêtises que de vrais humains ont faites. Décortiquons 33 faits sur l'époque victorienne si totalement bizarres que vous demanderez s'ils buvaient du thé ou quelque chose de beaucoup plus fort. Sous 1. Imaginez que vous êtes un gentilhomme victorien, prêt pour le coup de billard gagnant, canalisant le requin du billard qui sommeille en vous. Vous frappez avec finesse et boum! La boule ne se fissure pas seulement. Elle explose comme une minuscule grenade festive. Les premières boules de billard étaient faites de celluloïd, une substance si détendue qu'elle décidait parfois de s'enflammer spontanément suite à un coup violent, un courant d'air soudain, ou peut-être si vous la regardiez avec irrespect. Les pubs avaient littéralement des procédures pour le moment où les boules devenaient incontrôlables. Oubliez l'idée d'empocher la boule noire. Votre but principal était de ne pas incendier accidentellement l'établissement. C'était moins un jeu d'adresse qu'un jeu de « cette sphère de plastique volatile va-t-elle m'arracher les sourcils aujourd'hui ?» L'innovation victorienne à son apogée signifiait des activités récréatives qui servaient aussi d'entraînement mineur aux explosifs. Vraiment, une explosion du passé, et très probablement une explosion dans votre passé. 2. Les Victoriens avaient une obsession malsaine pour les jambes. Pas le genre humain, espèce de pervers, mais les pieds de meubles. Apparemment, la simple vue d'un pied de piano nu ou d'un support de table sans ornement était si scandaleusement érotique qu'elle pouvait envoyer une duchesse dans une crise de vapeur. Leur solution? Habiller les meubles. Je ne plaisante pas. De petites jupes à froufrou, des rideaux, même de minuscules pantalons pour les pieds de table, parce que Dieu préserve que la grand-tante Agatha aperçoive une courbe provocante en acajou et fasse une crise de nerfs. Imaginez entrer dans un salon où la méridienne porte plus de vêtements de pudeur que vous, qui regarde un pied de table et hurle « Couvrez cette saleté, mes yeux délicats !» Seulement à une époque où une commode en chêne robuste pouvait être considérée comme un dangereux piège à désir nécessitant une intervention textile urgente. 3. Oubliez les sonnets romantiques et les boîtes de chocolat. La Saint-Valentin victorienne, pour beaucoup, était une bataille d'insultes brutales et sans retenue livrée par le facteur. Entrait la Vinaigre Valentine. Des cartes bon marché produites en masse, conçues non pas pour séduire, mais pour blesser avec une précision chirurgicale. Ce n'étaient pas des piques ludiques entre potes, c'étaient des missiles anonymes de mépris pur et simple, comportant souvent des caricatures grotesques et des vers comme « Votre visage, cher monsieur, pourrait faire cailler le lait à 20 pas d'ici ». Les gens expédiaient ces délicieuses missives avec un niveau de jubilation inquiétant. Les facteurs auraient redouté de les livrer, car cela signifiait souvent endurer une gifle ou une tasse de thé bien visée de la part du destinataire incandescent. L'illustration? Imaginez si un dessinateur politique profondément amer avait une vendetta personnelle contre votre pif. 4. À l'époque victorienne, une barbe n'était pas seulement une pilosité faciale. C'était un panneau d'affichage poilu proclamant votre masculinité, votre sagesse et probablement votre position sur le dernier projet de loi sur la réforme des égouts. Une peau de menton vraiment magnifique pouvait imposer le respect, attirer des regards admiratifs et peut-être même vous obtenir une réduction sur le mouton. Mais entretenir une telle crinière faciale glorieuse? C'était une occupation dévouée et à temps plein. D'où l'invention des protecteurs de barbe ou bavoirs à barbe, de minuscules serviettes sur mesure pour vos moustaches, assurant qu'aucune goutte de soupe égarée ou éclaboussure de sauce ne puisse souiller votre splendeur folliculaire. Des oreillers spéciaux pour bercer la barbe ont été conçus pour la sieste, empêchant toute compression inconvenante de la crinière soigneusement coiffée. Certains vrais croyants pensaient même que caresser sa barbe rendait manifestement plus intelligent. 5. Vous voulez exprimer une affection éternelle à l'époque victorienne? Oubliez les fleurs.
Que diriez-vous d'un charmant bracelet tissé à partir des vrais cheveux de votre défunte grand-tante Mildred? Oui, les bijoux en cheveux étaient le sommet absolu de la mode sentimentale, bien que légèrement effrayante. Médaillons, broches, bagues, arbres généalogiques entiers, rendus en follicules humains méticuleusement tressés, c'était le dernier cri. Imaginez complimenter une dame sur son collier complexe. « Oh, cette vieille chose ! C'est le cousin Bartholomew. Il est mort de la phtisie le printemps dernier. Le tissage à chevrons n'est-il pas simplement divin ?» Cela ressemble à quelque chose tiré du cauchemar d'un taxidermiste, mais à l'époque, c'était considéré comme profondément touchant, une façon tangible de garder les proches près de soi. Littéralement. Etsy aurait eu une catégorie entière, tressage post-mortem. 6. Être enterré vivant était une phobie légitime et de premier ordre à l'époque victorienne. Et étant donné que leurs médecins confondaient parfois un coma induit par le xérès avec la mort réelle, ce n'était pas totalement irrationnel. Alors, des esprits ingénieux ont inventé les cercueils de sécurité. Ce n'étaient pas seulement des boîtes robustes, c'était des capsules d'évasion souterraines pour les enterrer prématurément. Nous parlons de cloches intégrées à faire sonner si vous vous réveillez avec une petite faim 6 pieds sous terre, de tubes d'air pour cet oxygène crucial, de petits drapeaux à agiter pour attirer l'attention, et parfois même d'un petit compartiment à collation, vraisemblablement approvisionné avant l'enterrement. Certains modèles comportèrent des systèmes élaborés de leviers et de trappes d'évacuation, car rien ne dit « je ne suis pas tout à fait prêt pour le cœur invisible », comme s'extraire de sa propre tombe pendant l'éloge funèbre. 7. Vous pensiez que vos dîners étaient un peu banals? Les Victoriens avaient une application géniale pour ça. Les soirées de déballage de momies. Oui, des individus fortunés achetaient de véritables momies égyptiennes anciennes. Bien que leur authenticité fût parfois douteuse, invitèrent leurs amis les plus chics pour une soirée de divertissement sophistiquée et procédaient ensuite au déroulement public d'un dignitaire vieux de 3000 ans, comme s'il s'agissait d'un rouleau de papier peint particulièrement têtu. Dites donc, Lord Ashworth, encore du xérès? Et cela vous dérangerait-il de tenir l'orteil de Toutankhamon pendant que je m'attaque à ce bandage plutôt résistant? C'était commercialisé comme éducatif, un aperçu palpitant de l'Antiquité. En réalité, c'était l'un des riches profanant un cadavre pour s'amuser, probablement tout en se plaignant de l'arôme persistant du natron. 8. Hystérie. Dans le manuel médical victorien, c'était le diagnostic de prédilection pour pratiquement toute femme montrant des émotions, des pensées indépendantes ou même simplement ayant un pouls. Vous vous sentiez fatigué après avoir couru après 6 enfants et porté un corset qui pourrait étrangler un cheval. Hystérie. Vous aviez une opinion sur n'importe quoi qui n'était pas de la broderie? Absolument hystérique. Le traitement? Oh, juste une visite médicale très manuelle conçue pour aider la dame à atteindre ce qu'ils appelaient délicatement un paroxysme hystérique. Cela se traduisait par une patiente partant légèrement plus détendue et le médecin ayant besoin d'une sieste. Finalement, les médecins se sont lassés de tout ce travail de poignet. Alors, naturellement, ils ont inventé une machine pour faire le travail. C'est exact, les premiers vibromasseurs concernaient moins le plaisir et plus le maintien des femmes émotionnellement stables. Médecine victorienne. Résoudre des problèmes que personne n'a posés de la manière la plus gênante possible. 9. La mode victorienne n'était pas seulement inconfortable, c'était un piège mortel potentiel. Ces énormes jupes à cerceaux de crinoline en forme de cloche qui faisaient glisser les femmes comme d'élégantes méduses surdimensionnées, elles étaient ridiculement inflammables. Un frôlement insouciant contre une cheminée ouverte, une bougie tombée, et ouf, la porteuse était instantanément engloutie dans une cage de feu. On estime que des milliers de femmes ont péri ou subi d'horribles brûlures, parce que leur tenue à la mode était essentiellement du petit bois en forme de cloche. Et bonne chance pour essayer d'effectuer un arrêt, se jeter au sol et rouler quand vous êtes enfermé dans des cerceaux d'acier et plusieurs arpents de tissu hautement combustible. Se faufiler à travers les portes était un défi logistique complexe et éviter les flammes nues était moins une précaution et plus une stratégie de survie critique. 10. Transplantation dentaire, des pauvres ou des morts, aux riches.
Besoin d'une nouvelle molaire, chérie? Ne vous inquiétez pas. Passez juste chez le voleur de dents local. Les Victoriens fortunés au sourire pourri pouvaient réellement acheter des dents de remplacement. Les plus fraîches provenaient directement de la bouche des pauvres désespérés, prêts à vendre leurs quenottes pour de l'argent liquide. Si ce n'était pas une option, il y avait toujours le pillage de tombes. Les dentistes arrachaient joyeusement les dents d'individus récemment décédés et les implantaient chez leurs clients aisés. C'était comme une brocante dentaire antique, seulement nettement plus macabre et susceptible de vous donner une multitude d'infections innommables. Les normes d'hygiène étaient, dirons-nous, plus une suggestion qu'une règle. Imaginez que votre sourire soit un patchwork des malheurs dentaires d'autres personnes. 11. Si vous étiez un homme de la classe ouvrière dans l'Angleterre victorienne et que vous aviez envie d'un divorce, les voies officielles étaient souvent excessivement chères et atrocement lentes. Alors, certains types optaient pour une solution de marché plus directe, la vente d'épouses. Oui, vous avez bien lu. Un homme conduisait sa femme, parfois avec une corde symbolique, ou un licou autour de la taille ou du cou, comme si elle était un bétail de prix, vers un marché public ou un pub et la vendait littéralement aux enchères aux plus offrants. Une fois, 2 fois pour ce beau spécimen. Faites un ragoût passable, seulement modérément sujette aux crises de colère. Des foules se rassemblaient réellement pour ces spectacles bizarres et les journaux en faisaient parfois état avec une sorte d'amusement détaché. Bien sûr, ce n'était pas légalement sanctionné. 12. Oubliez vos émojis modernes et vos SMS spirituels. Les Victoriens avaient un système bien plus élaboré et périlleux pour transmettre l'émotion, le langage des fleurs. Il ne s'agissait pas seulement de roses rouges signifiant l'amour. Oh non, la floriographie était un code complexe où chaque fleur, chaque feuille, et même la façon dont elles étaient disposées portait une signification spécifique et nuancée. Un brin de basilic pouvait signifier haine, tandis qu'un lys blanc signifiait pureté. Vous ne pouviez pas simplement tendre un bouquet à quelqu'un avec désinvolture. Vous envoyiez un message silencieux, méticuleusement élaboré et potentiellement scandaleux. Donner à quelqu'un un œillet jaune signifiait dédain. Une combinaison mal choisie de jonquilles et de soucis pouvait par inadvertance mettre fin à une amitié ou même déclarer la guerre à votre voisin sans méfiance. 13. Vous vous sentez un peu patraque, souffrant d'une touche du redouté ennui ou peut-être d'un foie paresseux? Eh bien, à l'époque victorienne, un médecin avant-gardiste aurait pu vous recommander avec ferveur d'enfiler un corset électrique ou une ceinture électropathique. C'est exact. Des dispositifs portables qui délivraient de légers courants électriques étaient commercialisés comme des remèdes miracles pour un éventail étonnamment large de maux. Vous vous attachiez dans l'un de ces curieux engins, peut-être complet avec des disques métalliques pressés contre votre peau, et laissiez les décharges douces, ou pas si douces, stimuler vos organes vitaux, ou restaurer votre énergie nerveuse, selon la pseudo-science de la semaine. Peu importait si cela fonctionnait réellement. 14. Loïs sur la laideur. Sérieusement, des lois contre le fait d'être laid en public. Si vous pensiez que votre syndicat de copropriété locale était mauvais, essayez les Ugly Laws victoriennes. De véritables ordonnances dans certaines villes, particulièrement en Amérique mais reflétant les anxiétés victoriennes, rendaient illégal pour les personnes jugées disgracieuses, mutilées, défigurées ou malades d'apparaître en public. La raison ? Leur apparence pourrait offenser les sensibilités délicates des citoyens normaux, ou, si elle nous en préserve, faire baisser la valeur des propriétés. Donc, si vous aviez une tache de naissance proéminente, un membre manquant, ou ne correspondiez tout simplement pas à l'idéal de beauté victorien, vous pouviez littéralement être condamné à une amende ou emprisonné simplement pour avoir existé dans un espace public. C'était une discrimination sanctionnée par l'État déguisée en décence publique, prouvant que certaines époques préféraient que leurs problèmes soient commodément hors de vue. 15. Le Londres victorien avait un problème de rats. Un énorme problème de rats grouillants, fléau sur pattes. Mais ne craignez rien car ils avaient des chasseurs de rats professionnels. Et ces individus n'étaient pas seulement d'humbles contrôleurs de parasites. Certains étaient pratiquement des héros populaires,
des célébrités courageuses du monde souterrain urbain et crasseux. Armés de sacs, de furets, de poisons et souvent accompagnés d'escouades de terriers spécialement entraînés, qui étaient eux-mêmes des stars mineures du circuit de la chasse aux rats, ils entraient à grands pas dans les sous-sols et les entrepôts infestés comme des héros d'action endurcis, prêts pour une bagarre de rongeurs. Certains chasseurs de rats organisaient même des spectacles publics de mise à mort de rats, où des foules enthousiastes se rassemblaient pour regarder des terriers expédier férocement des dizaines de rats dans des fosses construites à cet effet. 16. Le spiritisme à l'époque victorienne n'était pas une sorte de culte de niche éclairé à la bougie. C'était un véritable phénomène social, une obsession grand public qui captivait des millions de personnes, des souillons à la reine Victoria elle-même. Les séances sont devenues le billet le plus prisé en ville, une façon à la mode et palpitante de passer une soirée. Vous vous réunissiez avec vos amis les plus chics dans un salon faiblement éclairé, vous teniez la main autour d'une table bancale qui était souvent délibérément conçue pour être bancale, et attendiez avec une respiration retenue qu'un médium autoproclamé tente de contacter les chers disparus. La table pouvait s'incliner ou léviter, souvent avec l'aide discrète du genou du médium ou de mécanismes cachés. Des bruits de coups mystérieux émanaient de l'au-delà, et les rideaux pouvaient flotter inexplicablement. 17. Les jouets pour enfants à l'époque victorienne semblèrent souvent tout à fait charmants, colorés et délicieusement innocents. Cependant, tapis sous ce vernis fantaisiste se trouvait un danger toxique caché. Beaucoup étaient peints avec des substances contenant du plomb, de l'arsenic et d'autres délicieux métaux lourds. Cette peinture rouge vif et joyeuse sur un cheval à bascule bien aimé, probablement à base de plomb, parfait pour un peu d'empoisonnement accidentel s'il est mâchouillé par un tout petit sans méfiance. Ces cubes alphabet vert vif, destinés à l'apprentissage précoce, probablement colorés avec le vert de Chine, un pigment populaire mais notoirement mortel contenant de l'arsenic. Plus le jouet était brillant et accrocheur, plus la probabilité était élevée qu'il s'agisse essentiellement d'une arme chimique miniature magnifiquement conçue. 18. Si vous pensez que les sports d'endurance modernes sont un peu excessifs, permettez-moi de vous présenter le spectacle uniquement victorien du pédestrianisme, autrement connu comme la marche professionnelle de compétition. Oui, de la marche. Mais ce n'était pas une promenade de santé douce dans le parc. C'était des marathons hardcore, de plusieurs jours, souvent sans arrêt, de 1000 tours autour d'arènes intérieures ou de pistes extérieures, entrepris pour des prix substantiels et le rugissement des foules adoratrices. D'immenses publics se rassemblaient, plaçant des paris et encourageant leurs paids préférés alors que ces athlètes, souvent vêtus de tenues étonnamment flamboyantes, arpentaient sans relâche en rond comme des zombies hautement caféinés et incroyablement têtus en mission. Certains marcheurs hallucinaient à cause du manque de sommeil. 19. L'arrivée des chemins de fer a été le moment concorde de l'ère victorienne. Avant-gardiste, révolutionnaire et absolument terrifiant pour une partie importante de la population. Certaines personnes croyaient sincèrement et sérieusement que voyager à des vitesses dépassant 30 miles par heure, une vélocité considérée pratiquement comme une vitesse de distorsion, pouvait causer une foule de calamités physiologiques et psychologiques horribles. Des professionnels de la santé respectés ont solennellement averti que le corps humain n'était tout simplement pas construit pour de telles vélocités. Ils ont averti que l'utérus des femmes pourrait se déloger à cause du mouvement saccadé, que les globes oculaires pourraient fondre sous l'effet de la vitesse pure, ou que les organes internes pourraient être violemment éjectés. On craignait que la succession rapide d'images défilant devant la fenêtre du train ne puisse provoquer la folie. 20. Si vous pensiez que naviguer dans des funérailles modernes était émotionnellement éprouvant, vous n'avez pas rencontré l'étiquette de deuil victorienne. C'était un code social incroyablement complexe et strictement appliqué qui dictait non seulement ce que vous portiez, mais pendant combien de temps précisément, selon votre relation exacte avec le cher disparu. Porter du noir après un décès n'était pas une affaire de quelques jours ou semaines. Cela pouvait être des mois, voire des années de tenue sombre. Le grand deuil pour un mari, par exemple, pouvait durer 2 ans ou plus, impliquant des tissus ternes spécifiques comme le crêpe, une matière notoirement inconfortable et chère, et une absence totale de tout embellissement frivole. Le demi-deuil pour un petit cousin au 2e degré,
Cela pourrait être 6 mois. 21. Envie d'un bol réconfortant de soupe à la tortue? À l'époque victorienne, c'était considéré comme un mets sophistiqué, mais la vraie tortue était souvent atrocement chère et difficile à trouver. Alors, qu'ont imaginé les cuisiniers ingénieux? La fausse soupe à la tortue. Cela semble assez innocent. Peut-être un bouillon de légumes malins avec quelques épices astucieuses. Oh, comme vous auriez délicieusement tort. L'ingrédient principal pour obtenir cette texture authentique, semblable à celle de la tortue, et cette saveur riche et savoureuse, était souvent une tête de veau. Oui, une tête de veau entière. Bouillie avec sa cervelle, sa langue et tous les morceaux tremblotants et gélatineux, pour créer une soupe qui était censée imiter étroitement la vraie chose reptilienne. Les restaurants et les cuisiniers à domicile étaient fiers du réalisme de leur concoction de fausses tortues. 22. La grande puanteur de 1858 à Londres n'était pas un euphémisme pittoresque pour une période de malaise politique. C'était horriblement, écrasantement littéral. La rivière Tamise, qui servait le double objectif d'être une source d'eau principale et un égout à ciel ouvert pour la métropole en pleine expansion, s'est essentiellement transformée en une soupe purulente, bouillonnante et toxique de déchets humains et industriels. Pendant un été inhabituellement chaud, la puanteur émanant de la rivière polluée est devenue si puissamment fétide, si intensément nauséabonde, qu'elle a pratiquement paralysé la ville. Les membres du Parlement, dont les grandes chambres étaient malheureusement situées juste à côté de la Tamise, auraient dû fuir en pleine séance, pressant des mouchoirs, qui étaient souvent trempés dans des produits chimiques douteux contre leur visage. 23. Avez-vous déjà connu un brouillard si épais que vous ne pouviez pas voir vos propres chaussures? Maintenant, imaginez ce brouillard généreusement mélangé à de la fumée de charbon âcre, de la suie industrielle et un délicieux cocktail de polluants atmosphériques. C'était, mes amis, une purée de pois. Le brouillard notoire, dense, souvent vert jaunâtre ou brunâtre, qui enveloppait fréquemment et de manière suffocante le Londres victorien et d'autres grandes villes industrielles. Les lampadaires devenaient inutiles, lueurs fantomatiques dans l'obscurité oppressante et tangible. Les chevaux, et leurs conducteurs tout aussi déconcertés, se perdaient désespérément, parfois pendant des heures. Les gens portaient parfois des cordes ou se tenaient la main dans une chaîne humaine simplement pour rester connectés tout en naviguant dans les rues. Dans les pires cas, la visibilité pouvait tomber à quelques pouces seulement. 24. Et puis il y eut le phénomène totalement déconcertant de la ptéridomanie, ou fièvre des fougères. Une manie botanique bizarre et dévorante qui s'empara de la Grande-Bretagne victorienne avec la ténacité d'une plante grimpante particulièrement enthousiaste. Les gens, surtout les femmes d'un certain rang social, sont devenus absolument, obsessionnellement entichés des fougères. Elles les collectionnaient avec une ferveur religieuse, les pressaient dans des albums, les encadraient comme de l'art, les dessinaient avec un détail minutieux et les arrangeaient artistiquement sous d'élégants dômes en verre connus sous le nom de caisses de Ward. Des grottes de jardins entières et des serres à fougères dédiées ont été construites en leur honneur. Ce n'était pas juste un passe-temps occasionnel. Pour beaucoup, c'est devenu un mode de vie fervent et englobant. Les chasses aux fougères à la campagne étaient impopulaires. 25. La photographie post-mortem était une pratique victorienne courante, bien qu'un peu troublante aux yeux modernes. À une époque caractérisée par des taux de mortalité infantile et juvénile élevés, et bien avant que la photographie ne devienne largement accessible et abordable pour des instantanés quotidiens, une photographie prise après la mort était souvent le seul souvenir visuel qu'une famille en deuil posséderait d'un être cher décédé, en particulier un enfant. Ces images poignantes n'étaient généralement pas destinées à être macabres. Les photographes se donnaient beaucoup de mal pour donner aux défunts l'apparence de dormir paisiblement ou de reposer dans une dignité tranquille. Les sujets étaient souvent posés avec leurs jouets préférés, bordés dans leur lit ou même installés sur des chaises. 26. Le cas curieux des filles jeûneuses a captivé et profondément déconcerté le public victorien. Il s'agissait généralement de jeunes femmes, souvent prépubères ou au début de l'adolescence, qui prétendaient être capables de survivre pendant des périodes prolongées extraordinaires, des mois ou même, dans certains cas allégués, des années, sans consommer aucune nourriture.
elles devenaient des célébrités mineures, attirant des foules de curieux, de pieux pèlerins religieux qui les percevaient comme des figures saintes touchées par le divin, et des médecins profondément sceptiques désireux de les démystifier. Des cas comme celui de Sarah Jacob, connue sous le nom de fille jeûneuse galloise, ont été largement rapportés dans la presse populaire, alimentant des spéculations et des débats sans fin. 27. La photographie de la mère cachée est l'une de ces bizarreries victoriennes particulières qui est à la fois pratique, compte tenu des limites technologiques de l'époque, et indéniablement un peu effrayante pour les sensibilités contemporaines. Pour capturer une photographie nette d'un nourrisson ou d'un très jeune enfant à une époque de temps d'exposition long, souvent plusieurs secondes ou même minutes, l'enfant devait rester parfaitement immobile. C'était, comme tout parent à travers l'histoire peut en témoigner, un défi presque insurmontable. Ainsi, des photographes ingénieux ont imaginé une solution. La mère, ou parfois un assistant de studio ou une nounou, serait présente sur la photographie, tenant physiquement l'enfant immobile, mais habilement déguisé ou obscurci de la vue. 28. L'arsenic n'était pas seulement le poison préféré des héritiers mécontents dans les romans victoriens ou un ingrédient pratique pour peindre les jouets des enfants dans des tons de vert criard. C'était aussi un composant étonnamment courant dans les cosmétiques et même le papier peint domestique. Oui, les femmes recherchaient ce teint à la mode pâle, presque translucide, chic phtisique, en utilisant des poudres pour le visage et des lotions pour la peau contenant de l'arsenic, croyant que cela leur donnerait une apparence délicate, éthérée et tragiquement belle. Simultanément, les belles nuances de vert vif si populaires dans les papiers peints et les tissus de l'époque, en particulier le célèbre vert de Chile et le vert de Paris, étaient des pigments à base d'arsenic. Vivre dans une pièce tapissée de ce séduisant papier peint vert était un danger pour la santé. 29. La cure par l'eau, ou hydrothérapie comme on l'appelait plus formellement, était un traitement médical immensément populaire, et souvent scandaleusement extrême, tout au long d'une grande partie du XIXe siècle. Les partisans croyaient passionnément que diverses applications d'eau, souvent sous ses formes les plus froides, pouvaient en guérir presque toutes les maladies imaginables, de la goutte et l'indigestion chronique à la folie, et un large éventail de plaintes féminines, vaguement définies. Les traitements étaient fréquemment rigoureux et franchement, semblaient terrifiants. Les patients pouvaient être enveloppés de force dans des draps froids et mouillés pendant des heures. Un traitement connu sous le nom de redouté enveloppement humide, soumis à de puissants jets d'eau glacée visant des parties spécifiques du corps, ou contraint d'endurer plusieurs bains glacés par jour, parfois pendant de longues périodes. 30. Avant l'avènement des systèmes d'assainissement modernes et de l'élimination organisée des déchets municipaux, les villes victoriennes faisaient face au défi monumental et franchement dégoûtant de gérer quotidiennement de vastes quantités d'excréments humains. Entraient les hommes de la terre nocturne. C'étaient des travailleurs robustes et vraisemblablement anosmiques qui, généralement sous le couvert de l'obscurité pour minimiser l'offense publique, allaient de maison en maison, vidant laborieusement les lieux d'aisance, les fosses d'aisance et les latrines domestiques. C'était un travail incroyablement fétide, physiquement exigeant et socialement très stigmatisé. Mais il était absolument essentiel pour maintenir un semblant de santé publique, aussi rudimentaire soit-il, dans des zones urbaines densément peuplées. Ils collectaient la terre nocturne, dans des charrettes. 31. Les foires aux monstres et les expositions de curiosités humaines n'étaient pas une niche, elles étaient un divertissement grand public à l'époque victorienne. Et l'éthique, pratiquement inexistante. Les personnes atteintes de conditions inhabituelles étaient transformées en attractions vivantes. Des jumeaux siamois comme Chang et Hank Bunker. Des personnes de petite taille comme le général Tom Thumb, qui est devenu une sensation internationale sous P.T. Barnum. Des géants, des artistes lourdement tatoués ou toute personne atteinte d'un trouble médical rare, tout était bon à prendre. Ces spectacles jouaient sur l'obsession du public pour l'étrange et le style monstrueux. Et pour les forains, c'était une mine d'or bâtie sur le spectacle, le choc et l'exploitation éhontée. 32. Torpille de cercueil, système de défense de tombes explosif. Inquiets des résurrectionnistes, ces charmants individus qui déterraient des cadavres frais pour les écoles de médecine,
Les Victoriens avaient une solution explosive, les torpilles de cercueil. Ce n'étaient pas des métaphores, c'étaient de véritables engins explosifs conçus pour détonner si quelqu'un trafiquait une tombe. Imaginez un pilleur de tombe, pelle à la main, rencontrant soudainement un fil-piège relié à une petite bombe remplie de poudre à canon ou même de cartouches de fusil de chasse. Repose en paix avait soudainement une interprétation un peu plus littérale et explosive. Certains modèles étaient élaborés, réglés pour se déclencher si le couvercle du cercueil était soulevé. C'était le message ultime de « Restez loin de mon cher disparu », assurant aux pilleurs de tombes un adieu vraiment inoubliable. 33. L'étiquette de table victorienne n'était pas seulement stricte. C'était un véritable parcours du combattant culinaire déguisé en sophistication. Il ne s'agissait pas de choisir la bonne fourchette pour le poisson. Oh non. Il s'agissait de manier un arsenal d'outils absurdement spécifiques pour des aliments dont vous ne saviez même pas qu'ils nécessitaient des règles. Les pinces à asperges existaient pour que vous puissiez délicatement soulever une seule tige sans contaminer vos nobles doigts. Ciseaux à raisin? Oui, car déchirer des raisins comme un paysan était impensable. Des cuillères à moelle pour creuser dans les os comme un prédateur raffiné. Fourchette à sardines. Hachette à glace. Et non, ce n'est pas une coquille, signifiant de minuscules hachettes à glace. Et ne pensez même pas à éplucher une orange sans un couteau à fruits désigné et une fourchette assortie. Si les couverts avaient un système de classement militaire, les Victoriens avaient un général 5 étoiles pour chaque collation. Eh bien, voilà, l'Angleterre victorienne. Moins de thé poli, plus de boules explosives et de sous-vêtements électriques. Cela fait paraître votre oncle bizarre, qui collectionne les coupures d'ongles tout à fait normales, hein? Alors, laquelle de ces anecdotes historiques totalement dingues vous a laissé bouche bée? Et quel est le moment historique le plus absurde que vous connaissez et que nous avons manqué? Déchaînez vos faits les plus étranges dans les commentaires ci-dessous. Si cette plongée dans une bêtise délicieuse vous a fait glousser ou remettre en question la réalité, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires détraquées.